Le Tibet, ce toit du monde un peu fabuleux, inaccessible aux Occidentaux jusqu'au début du XXe siècle, fait son entrée dans une histoire ô combien sanglante, avec l'entrée en masse des troupes chinoises à Lhasa, sa capitale, en 1959. Il en résulte la fuite précipitée du Dalai Lama en Inde et la mise en coupe réglée du pays désormais administré directement par Pékin comme une simple province de la nouvelle République populaire. Depuis lors, rien ou presque n'a changé. Le Dalai Lama vit toujours en exil en Inde, à Dharamsala. Le gouvernement de Pékin continue à administrer le pays avec une poigne de fer. Et la grande majorité des Tibétains continue à s'opposer, comme elle le peut, à cette mainmise. Pourtant, le Dalai Lama persiste, contre l'extrémisme de certains de ses jeunes partisans, à parler d'une solution politique possible. Et certains officiels à Pékin évoquent parfois aussi, mais plus discrètement, d'éventuels compromis. Pour comprendre toute la complexité d'une telle issue, il faut au préalable analyser les données réelles du drame tibétain. D'une part, les ambitions de la Chine et leur évolution dans le temps, d'autre part, les aspirations du peuple tibétain lui-même. Tout d'abord, que voulait la Chine avant 1950 ? Jusqu'à cette date récente, les ambitions de la Chine au Tibet avaient été constantes et mesurées. Dès le Xe siècle, le Tibet commence à entretenir des rapports de vassalité avec les empereurs de Chine. À partir du XVIe siècle, cette subordination se concrétise par l'installation de gouverneurs chinois, les Amban, qui manifestent l'autorité de l'empereur à Lhasa. Mais ce protectorat est léger, et il ne gêne en rien la théocratie tibétaine dans l'exercice de son pouvoir intérieur traditionnel. C'est au départ cette politique plutôt débonnaire que Mao semble vouloir poursuivre après sa victoire dans la révolution de 1949. Et le Tibet aurait ainsi pu rester une zone d'autonomie sous influence chinoise, comme ce fut le cas pendant des siècles. Pourtant, en quelques années, de 1950 à 1959, tout change. En effet, l'autonomie régionale du Tibet est de moins en moins respectée par la Chine. À partir de 1955, avec la fin de la guerre de Corée, la Chine introduit des soldats au Tibet, place des conseillers, organise un noyau communiste tibétain. En réaction, progressivement, un mouvement anti-chinois s'organise à son tour. Et c'est dans la nuit du 19 au 20 mars 1959 que tout bascule. Une rébellion générale du Tibet éclate à Lhasa cette nuit-là. 20 000 Tibétains civils se sont rébellés contre une masse compacte de quelques 40 000 soldats chinois. Après une semaine de combat, le mouvement est écrasé par le recours aux bombardements aériens. Cette victoire chinoise sur la rébellion tibétaine entraîne la fuite précipitée du chef religieux suprême, le Dalai Lama, qui choisit l'exil en Inde pour échapper à l'arrestation et à la déchéance. La Chine passe cette nuit-là du protectorat à l'annexion pure et simple. C'est un bouleversement complet de la vie d'un peuple qui ne retrouve plus ses marques ni même ses frontières, puisque le Tibet est devenu simple province de la nouvelle République populaire, est en même temps amputé d'un bon tiers de son territoire d'origine, réparti entre des entités voisines à majorité chinoise. Pourquoi Mao a-t-il été conduit à agir si brutalement en 1959 ? 3 raisons fondamentales ont poussé Mao à envahir en force le Tibet. D'abord, l'idéologie. Nous sommes en Chine même, en pleine radicalisation du régime. Mao a commencé à critiquer l'évolution réformiste de Khrouchtchev en Union soviétique et lancé l'année précédente un grand bond en avant catastrophique dans les campagnes chinoises. L'affirmation d'une autorité sans faille de la Chine sur tout son territoire fait donc partie d'un même ensemble de mesures radicales. Les Tibétains sont ainsi pris dans l'œil du cyclone de la révolution chinoise. Ils le paieront chèrement. Villages rasés, monastères détruits ou pillés, élites envoyées au goulag. Ensuite, la tradition coloniale. La Chine a progressivement assimilé dans son histoire des régions entières, autrefois vides de population Han et peu peuplées par des peuples allogènes, ainsi en Mandchourie et plus près du Tibet au Yunnan, porte de l'Indochine. Les dirigeants communistes ont ainsi un plan de colonisation grandiose qui concerne la moitié ouest à peu près vide de leur territoire. Le Tibet est inclus dans ce plan qui s'autorise de la tradition impériale.
Mais il faut mentionner aussi une troisième raison, tout à la fois plus géopolitique et plus paranoïaque aussi. La prévention d'un conflit jugé inévitable avec l'Union soviétique et l'Inde voisine. En 1959, Mao est au bord de la rupture avec Moscou. Il voit aussi Khrouchtchev courtiser avec succès l'Inde de Nehru. Une alliance russo-indienne pourrait aboutir un jour à contester une souveraineté chinoise au Tibet encore mal assurée. Il faut donc pour Mao reprendre très fortement en main, sans plus attendre, cette immense étendue que les soviétiques, alliés aux Indiens, pourraient, selon lui, à tout moment lui soustraire. Comment a réagi le Tibet ? C'est le deuxième élément fondamental qu'il faut considérer avant d'aborder la question de la solution politique. Les Tibétains ont largement résisté à ce projet colonial. En effet, 40 ans plus tard, la politique d'annexion de la Chine demeure un échec. Les Tibétains ne se sont pas ralliés, à quelques exceptions, au communisme de Pékin, bien au contraire. La colonisation chinoise est inexistante en dehors de la ville de Lhasa et des marches voisines de la Chine proprement dite. La sécurité des frontières elle-même n'est guère assurée. Pourtant, à quelques exceptions spectaculaires près, la résistance tibétaine aura surtout été politique et non violente, chez un peuple qui pourtant semblait peu préparé à cette épreuve. Cet échec chinois a pour cause fondamentale la capacité de résistance d'un peuple tout entier. Comment le Tibet a-t-il su résister ? Le Tibet a pu résister parce que son peuple a su, en 40 ans, accomplir une étonnante mutation presque sans équivalent ailleurs, mutation qui s'exprime de 3 manières assez différentes. Tout d'abord, les Tibétains sont devenus, en une génération, un peuple en diaspora, et ils se sont adaptés à cette existence, situation absolument inouïe dans l'histoire tibétaine. Jusqu'alors, il y avait bien quelques lamas tibétains à Pékin, quelques autres en Mongolie, quelques marchands établis de l'autre côté de l'Himalaya, au Népal, mais c'étaient des minorités infimes. Le peuple tibétain n'avait jamais quitté son territoire. Il faisait corps avec son environnement montagnard. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de Tibétains vivent en Inde, d'autres de plus en plus nombreux se retrouvent au Népal, mais aussi à Hong Kong, en Suisse, aux États-Unis. Si beaucoup y enseignent le bouddhisme, nombreux sont aussi ceux qui ont réussi dans les affaires et se sont assimilés aux cultures environnantes. Cet essaimage réussi a permis au Dalai Lama de pratiquer, surtout ces dernières années, une stratégie de médiatisation du conflit qui a pris appui sur l'engouement occidental pour la culture du Tibet. Deuxième mutation, les Tibétains ont réappris à faire la guerre. Autrefois très redoutés, les Tibétains s'étaient assoupis dans le pacifisme monacal et n'avaient guère opposé de résistance tant aux Anglais au début de ce siècle qu'aux Chinois dans les années 50. La résistance des maquisards Khampa, équipés par la CIA dans les années 60, qui abattent dans une embuscade le gouverneur militaire chinois en 1967, vient contredire cette image traditionnelle. Les survivants de ces combats, intégrés dans l'armée indienne au début des années 70, maintiennent intacte leur réputation. Mais troisième mutation, c'est la résistance non violente des Tibétains sur place qui assure le véritable blocage de l'occupation chinoise. Dès que la dictature se relâche, après la mort de Mao, les Tibétains manifestent dans les rues de Lhasa, revendiquent le retour de leur culture, refusent, malgré les tentatives de les acheter, de faire le jeu des Chinois. La Chine a donc perdu, mais le Tibet n'a pas encore gagné. Si la situation a évolué depuis les années 80, une solution politique au conflit n'a pas encore été trouvée. Une solution politique serait-elle donc possible ? Observons tout d'abord que des 3 raisons qui ont déterminé Mao à envahir le Tibet, 2 sont tombées. Le risque d'une offensive soviéto-indienne s'est dissipé avec la guerre froide. L'ambition coloniale s'est heurtée, elle, à un milieu de vie insupportable par son altitude et son climat aux paysans chinois traditionnellement hostiles aux montagnes. Reste le prestige international et l'intransigeance des dirigeants de Pékin. Or, cette occupation met à rude épreuve l'image de la Chine dans le monde
et risque de freiner le développement international de sa toute nouvelle puissance économique. De plus, l'idéologie patriotique chinoise, qui peu à peu remplace le socialisme utopique de Mao, semble plus accommodable à certaines revendications tibétaines, comme le passé récent l'a déjà démontré. Du côté tibétain, le prestige du Dalai Lama est tel que personne, même ses frères parfois critiques, n'ose s'opposer à lui quand il écarte résolument la revendication de l'indépendance totale. Le Dalai Lama veut seulement pouvoir revenir librement à Lhasa et il exige que le pouvoir y soit exercé par un gouvernement élu dans le cadre d'une autonomie négociée. Ce personnage extraordinaire, qui n'a jamais encouragé le terrorisme et ne cherche pas à affaiblir la puissance de la Chine, demeure donc un interlocuteur privilégié pour les dirigeants chinois. Mais où s'arrêterait le nouveau Tibet ? C'est peut-être sur la définition de l'entité autonome et de ses frontières exactes que la discussion serait la plus âpre, mais aussi peut-être la plus profitable, tout comme entre Israéliens et Palestiniens.